Retour donc sur le plateau et qu'il en soit, c'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie de Franck Carlin Manson, Jean-François Eyinga, Barista Tamfou Richard et Vincent de Paul Yédé. Vincent de Paul Yédé, Laurent Koudou-Gbagbo, de retour au pays natal. Oui, c'est un grand jour pour la Côte d'Ivoire, c'est un grand jour pour l'Afrique. Je voudrais dire ici que le président Laurent Gbagbo ne s'appartient plus, il n'appartient plus au FPI, il n'appartient plus à la Côte d'Ivoire, mais il est désormais un patrimoine commun, n'est-ce pas, pour la cause noire, et nous souhaitons qu'il prenne le flambeau, n'est-ce pas, pour le nouveau panafricanisme. Parce que vous savez, ce qui a manqué aux Africains, c'est un leader noir. Et donc je crois que maintenant qu'il est sorti de prison, maintenant qu'il a traversé tous ces écueils-là, il n'est plus question, de mon point de vue, qu'il revienne dans la politique ivoirienne. Et le geste qu'il a posé aujourd'hui prouve qu'en réalité, il décide de se mettre à l'écart des feux des projecteurs de la politique ivoirienne, n'est-ce pas, pour être l'homme, n'est-ce pas, que toute l'Afrique a porté dans son cœur. Voilà, rapidement, avant de passer en Allemagne, Manson, Franck Carlin Manson, on a suivi, Cédric Noufélé tout à l'heure, le président Koudou-Gbagbo qui rentre dans sa voiture, un peu déçu, tout ce monde, on va le dire comme ça, qui est venu l'accueillir à l'aéroport international d'Abidjan. Si vous étiez à l'aéroport aujourd'hui, vous vous sentirez un peu déçu? Personnellement, je ne me sentirais pas déçu. Oui. Pourquoi? Tout simplement parce que nous savons tous que toute action ou alors tout comportement est déterminé par une intention. Oui. Et quand on voit quelqu'un de la carrière de Gbagbo, il a un certain âge, on peut associer à ça quelque part de l'expérience, et je pense qu'il a certainement des raisons qui lui ont poussé à procéder de cette façon. Oui. Bon, maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est déjà ressouligner ici que Gbagbo mérite cet accueil qui lui a été réservé, tout simplement parce que tout le monde le sait très bien que Gbagbo a marqué l'esprit des Ivoiriens, l'esprit des Africains. Il a marqué la conscience ivoirienne dans son mode de gouvernance qui ressortait clairement qu'il était au service des populations. Parce que Gbagbo s'était toujours présenté comme répondant aux besoins des populations. Vous savez très bien que pour gouverner, il faut être capable d'identifier le besoin des populations et y répondre. Bon, maintenant, il y a un autre élément pour entrer plus en profondeur. Est-ce que la situation, le retour de Gbagbo, autant pour moi, changerait dans le fond la situation de la Côte d'Ivoire? Ce sont les questions qui peuvent se poser. Certes, au niveau de fond, de la forme, il pourrait y avoir changement parce que vu l'influence qu'il exerce au sein du périmètre ivoirien, il se pourrait même que certaines décisions puissent être influencées par sa présence. Ça, c'est certain. Il se pourrait même que pratiquement tout tourne tout autour de lui. Parce que Gbagbo, il est comme du soleil en Côte d'Ivoire, du soleil dont la plupart des éléments gravitent tout autour et dépendent même en quelque sorte, dont la vie aussi dépend de Laurent Gbagbo. Okay. C'est là. Maintenant, dans le fond, est-ce que la Côte d'Ivoire cesserait-elle d'être le puits justement des autres, d'être le puits des individus qui se prennent pour des maîtres du monde? Vous savez très bien que le grand pourcentage du cacao, du pétrole, du bois, je m'arrête là, de la Côte d'Ivoire est exploité beaucoup plus par certains, notamment les pays étrangers. Est-ce que ça changerait donc? Est-ce que cette situation pourrait changer? Et ça nous amène donc à nous interroger vraiment sur ce que l'Afrique, c'est Jalin. Parce qu'à un moment donné, il faut que l'Afrique se réinvente. Il faut que l'Afrique se réinvente. C'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Donc je n'irai pas plus loin. Restons sur l'euphorie du retour de Laurent Gbagbo. Voilà, Jean-François Eyinga, pour vous, Laurent Gbagbo, il est arrivé aujourd'hui. Comment vous appréciez le retour de Laurent Gbagbo après ces années passées du côté de l'AE? Oui, c'est un grand livre qui s'écrit et cela nous permet aussi de comprendre que nous pouvons faire confiance à la loi, nous pouvons faire confiance au droit.
parce que Laurent Gbagbo, libre aujourd'hui, avec tous les chefs d'accusation et qui étaient mis en cause, il a pu surmonter cela. La loi, le droit a été dit et aujourd'hui il est libre. Maintenant en Côte d'Ivoire, il est arrivé, il n'a pas donné, il ne s'est pas donné au public. Oui, cela va de la stratégie militaire. Vous avez vu ce qui s'est passé lors du deuil de Arafat. Vous savez que la Côte d'Ivoire, il a eu éboulement jusqu'à le cercueil a même été il y a eu profanation de la tombe. Donc ils peuvent aller jusqu'à ce niveau-là lorsqu'ils aiment quelqu'un. Et je crois que c'est ce qui a fait en sorte que le gouvernement de la République... Ils allaient faire quoi aujourd'hui avec l'arrivée de Laurent Gbagbo? Oui, vous savez, les fans sont souvent excités et surexcités même. Ils peuvent poser des actes qui pourront nuire à la République. Et la stratégie militaire est là. Il y a des informations qui sont recoupées qui permettent à ce qu'on puisse anticiper sur un certain nombre de choses. C'est sûrement ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, je salue l'arrivée de Laurent Gbagbo parce que je veux le bien de la Côte d'Ivoire. Je voudrais voir une Côte d'Ivoire développée, je voudrais voir une Côte d'Ivoire unie. Et si la Côte d'Ivoire pouvait être une seule personne, il devait écarter, oublier. C'est vrai, c'est difficile d'oublier, mais ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire maintenant, c'est oublier. Voilà, oublier. Voilà, Barista Tamfour, nos reporters hier, qui sont sur place, Eric Loufele, Eric Daboué-Ouattara et Carlos Minoué, sont allés à Grand Bassam où ils ont rencontré Michel Koudou Gbagbo, le fils aîné de Laurent Koudou Gbagbo. Il a dit, de manière ramassée comme ça, il dit que son père est un acteur incontournable de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai. Moi, je vois Laurent... Est-ce que la Côte d'Ivoire n'est toujours pas réconciliée? Non, pas du tout, pas du tout. La Côte d'Ivoire, nous savons tous bien que la Côte d'Ivoire n'est pas encore reconstituée. Quand je vois Laurent Gbagbo, je le vois comme le Mandela de cette Côte d'Ivoire. Voilà quelqu'un qui a fait obstruction à la France-Afrique. Nous savons tous comment est-ce qu'il a été arrêté et il a été accusé. Chance que dans son dossier, le droit a été dit. Et c'est pour juste encore dire que vraiment la France-Afrique devait avoir honte d'elle-même parce que vous n'allez pas venir dans un pays, vous s'aimez du désordre et vous essayez de mettre les partis en conflit alors que si on les avait laissés gérer les affaires, c'est qu'ils allaient pouvoir s'entendre. Donc moi je dis que son arrivée en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vraiment ça va ouvrir le champ de réconciliation parce que nous savons comment est-ce que ce pays, même celui qui est à la tête aujourd'hui, nous savons comment est-ce qu'il est arrivé là. Nous voyons comment est-ce que... Le président Ouattara. Non, oui, le président Ouattara. Nous savons comment est-ce que le président Ouattara est arrivé au trône et nous voyons comment est-ce qu'il gouverne depuis avec une main de fer. Et je pense que la Côte d'Ivoire a toujours ce ressenti qu'on n'a pas encore soldé le passé. Et aujourd'hui, l'arrivée de Gbagbo, pour moi, je pense qu'il aura un très très grand rôle à jouer. Inviter les Ivoiriens à peut-être se parler, à oublier le passé, et à se pardonner et de regarder de l'avant. Voilà, en prenant la direction de Hambourg, nous entend Padi Assanga. Padi Assanga, Laurent Koudou Gbagbo is back. What next? Serge Alain Autou, I want to congratulate the international socialists in Africa. I want to congratulate them. And one of those Pan-Africanists and international socialists is the chairman, Ni John Frundi. And today, we went into our archives and we showed you a letter where the National Executive Committee launched a movement, an appel to liberate Laurent Koudou Gbagbo. And this is a secret that I will reveal to your platform today. Ça, c'est un secret que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Nous avons accompagné une délégation après la libération, quand il était libre, mais il n'avait pas le droit d'entrer en Côte d'Ivoire. On l'a accompagné, le chairman. Sauf que nous, qui ont accompagné le chairman, on n'avait pas le droit de le rencontrer. Il a causé avec le chairman. Vous avez vu les photos aujourd'hui. Le secret était que garder les photos jusqu'à ce qu'il serait en Abidjan. Et c'est pour ça que nous disons que c'est une victoire grandiose pour les panafricanistes. C'est pour une victoire pour toute personne
qui est contre la France-Afrique, c'est une victoire qui est contre le jacobinisme à outrance, les patrons. Nous savons que même l'opposition camerounaise est infiltrée. Il y a les gens qui pensent que Ouattara est une bonne chose pour l'Afrique. Alors, nous disons que les Africains vont juger. Monsieur Serge Alain Autou, félicitations Equinox Télévision pour votre travail panafricaniste. Bravo à ton équipe avec Cédric Noufolé, qui est à Abidjan, et toi qui relais avec toute l'équipe que vous avez mis en place. Bravo à votre promoteur. Nous sommes avec tout cœur avec vous. On va continuer le combat. Et puis, l'ennemi commun, c'est le système jacobin imposé sur nous par la France. Ça est en train de mourir. Et Gbagbo, c'est le symbole. Nous allons nous aligner pour libérer tous les précarés français, les 14 pays. Je vous écoute religieusement, brillant, Serge Alain Autou. Je reste avec vous, on reste en Hambourg, en Allemagne. Il y a cette actualité, vous avez également regardé dans le journal de JBB, Julien Berthe Bissaï. On a appris, comme ça, 6 hauts fonctionnaires enlevés dans le département d'Undian. Nous sommes dans la région du sud-ouest au Cameroun. Il paraît qu'ils sont, c'est dans 2 camps. D'un côté, on demande 28 millions pour leur libération, de l'autre côté, 22 millions. Monsieur Serge Alain Autou, permettez-moi de développer et permettez-moi de vous dire certaines vérités. Quand je vous dis que les charognards politiques qui sont ici à la diaspora ne contrôlent plus ce qui se passe sur le terrain, beaucoup de gens m'ont vilipendé, beaucoup de gens m'ont calomnié. Il y a un audio que je vous ai envoyé. Les gens qui sont à la diaspora, ils disent que, il faut payer 1 milliard de CFA, mais sur votre télévision crédible, authentique, avec les hommes sur le terrain, vous nous avez dit que les ravisseurs demandent 52 millions. Mais il y a une vidéo que les gens qui sont ici à la diaspora disent que le gouvernement doit payer 1 milliard de CFA pour les libérations. Ça n'a pas terminé à cela. Vous allez faire votre investigation. Vous allez constater ce que je suis en train de vous dire. Alors, il y a une autre histoire que je veux vous dire et il faut que je vous dise toutes les vérités. On a arrêté les enfants en Djombe Penja parce qu'ils ont insulté les parties intimes. Pas dit. Pas pour l'instant. Nous sommes sur les 6 hauts fonctionnaires qui sont en détention de guillemets, comme ça. Il y a des gens qui ont insulté les parties intimes. Mais dites-nous votre sentiment. Restons sur les hauts fonctionnaires dans l'Indien, qui sont en captivité dans l'Indien. Oui, et ils réclament 50 millions qui sont dans les captivités. J'ai resté dubitatif dans ce qui se passe à ce qui concerne la guerre dans le Nozo. Parce que il y a 2 discours et c'est pour ça que je voulais en venir. Je vous ai dit que il y a ceux qui demandent 52 millions et il y a ceux qui disent qu'ils veulent 1 milliard, qui sont dans la diaspora. Quelle est la vérité? Je reste dubitatif, M. Serge Alain Autou, parce que c'est devenu du business. Les vidéos circulent. Il y a un certain Don Pacho qui se réclame d'Ayouk Sese Kotabe, qui disent que non, eux, ils demandent 1 milliard. Mais vous avez donné d'autres chiffres. Il faut que nous soyons vigilants et comprendre que ce n'est plus la libération des anglophones. C'est devenu du business. C'est devenu de l'argent qui profite. Les gens sont en Konengi, ils collectent de l'argent. Les gens sont à New York, ils collectent de l'argent. Les gens sont... Donc, ce sujet-là, c'est à investiguer. Et moi, je ne veux pas me prononcer sur ça. Je veux faire mes investigations propices. Et je veux venir dans votre plateforme pour vous dire les vérités. Mais, mon cher frère, journaliste, faites attention. Soyez vigilants. Les Camerounais doivent être tout éveillés. Parce que je vais vous envoyer les vidéos en inbox. Je vous écoute. Non, on va revenir, on va permettre aux autres de se prononcer également sur ces enlèvements dans la région du sud. La parole à qui veut la prendre? Oui, Serge Alain. Vous savez,
La situation, si vous permettez, serait allez-y, bref, allez-y alors. elle met en lumière un certain nombre de choses. Oui. C'est-à-dire que quand vous aviez des individus qui ont été préconçus, programmés, à ne vibrer que pour la satisfaction du besoin, ils sont prêts à tout. C'est la raison pour laquelle, d'une part, vous avez des individus qui peuvent troquer 180 milliards à eux seuls. Qu'est-ce qui les pousse à s'exprimer comme ça? C'est le besoin. Et d'autre part, vous avez des individus qui peuvent procéder par la voie de l'enlèvement revendiquant de l'argent. C'est toujours le besoin qui s'exprime. Ça met en lumière l'état de conscience de la nation, ces jardins. Et ce sont des pareils actes. Je dis bien d'une part, pour ceux qui sont capables de croquer 6 000 milliards, parfois en moins de 5 ans ou alors un peu plus de 5 ans, ça met très bien en lumière l'état de conscience de la nation. Et ce sont des actes et des gestes qui plongent davantage la nation dans le chaos, dans les ténèbres. C'est tout ce que je voulais apporter. Voilà. Aristotle, Yes, we have to apprehend this situation with a very critical eye, because these are not just ordinary citizens. These are delegates, that's government officials, and we know the atmosphere that reigns in Dian. If they were on a mission, why would they not be accompanied by security forces? Because I am tempted or left to believe that some people have organized themselves to quand même des questions. yes, some people have organized themselves. Mission, hein, le terrain, et tout ça là. Yeah, they should have notified law enforcement officers that okay, we are going to do a job and we need your security because the atmosphere is not safe. So when you look at how things are evolving, you are tempted to believe that there is a group of thieves, we call them they are thieves, who have organized themselves to be able to kidnap people and ask for ransom, because we are behaving as if these people. These are authorities, and I believe that if they were authorities and 6 of them, meaning that it was a planned and organized coup that was well planned, and today they want to maybe throw the ball maybe on separatist fighters, whereas we could also have thieves within the armed forces themselves who maybe organize themselves to say, okay, we'll kidnap people, ask for money, since we are in an environment of war, and then people want to make economic gains from it. So we should be very, very critical and being observant. If we go by the idea that these are government officials who occupy posts of responsibility, why were they not secured? Why was there not sufficient security accompanying them? And if up to today they have not yet given us exactly with all the military arsenal that is on the field, why are they unable to identify these people or track them? Why should we be playing with the game that there is need for ransom? Who is going to pay that ransom, and who will go and negotiate with them before they being released? So we have to be very, very observant and continue our investigation to understand why such an act could happen with 6 high-ranking civil servants. Voilà, Jean-François, 6 hauts fonctionnaires, mission d'immatriculation, qui se font enlever comme ça là. On se pose quand même un certain nombre de questions. Oui, ça, l'adversaire ne dort pas, le diable ne dort pas. Si vous vous interrogez sur les 6 fonctionnaires, l'ennemi ne dort jamais. Si vous vous interrogez sur les 6 fonctionnaires, vous allez vous interroger combien de fois sur les 150 étudiants qui ont été enlevés au Nigeria. Tout d'un coup, c'est des gars qui ont des techniques. Et vous voyez que mon ami qui est à la diaspora rejoint maintenant ma pensée où je dis c'est un business pour certaines personnes. C'est un business pour certaines personnes qui est monté depuis l'Europe jusqu'au nord-ouest et au sud-ouest. Il faut donc que les Camerounais prennent conscience de cela, que nous n'avons plus des revendications corporatrices, nous avons maintenant des braqueurs, des bandits de grand chemin qui veulent se faire de l'argent. Et ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Vous avez vu au Nigeria, ils ont enlevé 150 élèves, tout d'un coup, parce qu'ils ont planifié, ils ont tout mis en pratique. Maintenant, on n'a pas eu une sortie officielle de l'armée jusqu'à ce moment pour nous dire comment cela a été possible. Donc nous sommes en train de tergiverser, mais nous disons tout de même que ce n'est pas bien. S'il y a des Camerounais qui sont derrière cela, il faut que cela cesse. Il y a d'autres moyens pour trouver de l'argent. Il y a d'autres moyens pour trouver de l'argent. Beaucoup sont allés en Europe. Vous allez voir Jupon, Rémy Ngono et autres, ils ont porté plainte qui sont marginalisés ici. Ce qui était
Ce qui n'était pas vrai. Ils sont allés en Europe, ils sont là-bas, ils pensent que c'est un Eldorado, mais ils voient ce qu'ils voient là-bas, d'autres voient même du rouge. Donc il y a des moyens comme ça pour s'évader. Il y a des moyens comme ça pour s'évader. Il ne faut jamais s'enrichir sur le sang d'un être humain. Ceux qui sont en train de faire cela, s'ils ne paieront pas, leurs familles vont payer. Vincent de Paul-Guédé, pour vous, cette situation, 50 millions de rançon. Voilà, Patti, lui, il nous sort un autre chiffre, 1 milliard, qui se faut quoi. Mais le fait est là, 6 hauts fonctionnaires en captivité. Oui, cette situation nous rappelle que ces zones, c'est des zones qui sont sujettes justement à beaucoup de précautions et que les populations doivent être vigilantes. Ces responsables qui ont pris sur eux de mener cette mission-là sans en informer les forces de défense, je crois que c'est un risque qu'ils ont pris. Et les forces de l'ordre également doivent continuer à veiller. Je suis certain que s'ils avaient été accompagnés par les forces de maintien de l'ordre, il n'y aurait pas eu ce rapt-là. Donc vraiment, c'est une vigilance de tous les temps. Et tel que je le disais ici aujourd'hui, on revoit maintenant ces ravisseurs qui posent des actes d'éclat comme cela. Si on leur donne cet argent, c'est leur visa pour sortir du Cameroun. C'est leur butin comme ça pour sortir du Cameroun. Donc il faut extrêmement faire attention. Il faut être vigilant jusqu'à ce que la paix revienne totalement dans ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ok. Barista Tamfou, c'est vous qui ouvrez ce dossier sur, on va appeler ça le trio de Njombe. 12 mois de prison ferme, 500 000 francs CFA d'amende. Oui, c'est vraiment très lourd parce que nous savons que ce sont des Camerounais qui exprimaient leur ras-le-bol ou bien leur mécontentement. C'est bien vrai qu'ils n'ont pas peut-être su exprimer ça. Mais parce que la grande question, oui, c'est est-ce que c'est de cette manière-là? Ce n'est pas de cette manière-là qu'ils allaient exprimer les mécontentements. Mais ce qu'ils revendiquaient, c'est quand même légitime. Ils exprimaient comment est-ce qu'ils souffrent, comment est-ce qu'ils travaillent, et ils sont traités dans des conditions inhumaines et tout. Bon, il n'a pas sûrement su exprimer ça, peut-être pas des marches ou bien pas de grèves et autres. Mais je dis la sentence de... Pourquoi s'en prendre au président de la République? Oui, à la mère du président de la République. Défunte même. Oui, c'est pas... Vous savez, quand vous êtes poussé à bout de souffle, à bout de... on vous a déjà poussé à bout de souffle et vous pensez que vraiment, il faut vous exprimer. Peut-être c'était son moyen de s'exprimer, mais il ne s'est pas exprimé de la meilleure façon. En insultant le président ou en outrageant le président de la République, ce n'était pas correct. Mais ce qu'il disait aussi, c'est légitime. Il explique comment est-ce qu'ils sont maltraités, comment est-ce que les conditions de travail, ça ne marche pas. Et on ne doit pas seulement regarder à notre justice comme un moyen de tuer les Camerounais. Parce que quand tu essaies de faire une comparaison avec celui qui a giflé le président français, lui, il a eu 4 mois de prison. Ici, chez nous, rien que pour avoir outragé le président, tu as jusqu'à... Non, il a 18 mois, donc 4 fermes. Oui, j'ai dit 4 fermes. Bon, oui. Chez nous, c'est 1 an ferme. Ouais. Quand vous essayez de regarder, c'est pas, pour moi, c'est pas comparable. Moi, je ne le sens pas comme ça. On pouvait procéder autrement. Soit on pouvait lui donner une sentence avec suicide, on pouvait lui condamner avec suicide, peut-être pour l'amener à comprendre que prochainement, si tu as des revendications légitimes, voici comment est-ce que tu peux les exprimer. Mais en les envoyant, est-ce qu'ils sont plus mauvais que ceux qui ont pris 180 milliards et qui sont aujourd'hui encore dehors? Entre les deux, c'est qui qu'il faut se diriger? Moi, je pense que... Vous revenez là-dessus, le ministre de la Communication dit présomption d'innocence. Hein? Oui, mais nous savons qu'ils sont toujours encore dehors. Oui. Personne n'est inquiété. Après cette communication, vous avez encore eu des développements? Non. Donc, pour dire que... Donc, on a tué l'affaire comme ça, selon vous? C'est une habitude au Cameroun. Moi, je n'entends rien. Donc, c'est fini le Covid? Ils ne vont pas se poursuivre entre eux. C'est pour moi... Ils vont pas se poursuivre entre eux? Ils vont pas se poursuivre. Ils vont s'attaquer à ces pauvres gens
qui s'expriment en disant que ok, nous voulons les meilleures conditions de travail, on n'est pas bien payé. Voilà ce qui les intéresse. Oui. C'est cela qui les intéresse. Ceux qui ont volé l'argent, on ne les a pas directement arrêtés. On vous dit que non, on est encore. Vous nous dites quelque chose. Non. Donc c'est fini le Covid-Gate là au Cameroun. C'est fini, on n'en parle plus. Vous êtes journaliste. Depuis que nous parlons de ça, vous avez encore suivi une communication. C'est déjà oublié. On n'est plus focalisé que sur ces trois garçons. De Djombe. Très bien, c'est ça qui les intéresse. Voilà qu'aujourd'hui on les a condamnés. Ça allait très vite. C'est la même chose que nous voulons que lorsque il y a des soupçons, comme l'argent de 180, que la justice réagisse. Là maintenant, nous allons être sur un même plancher et comprendre qu'effectivement nous sommes dans un pays de droit et que tout le monde a droit à une justice. Moi je pense que cette sentence est très sévère, et je suis certain que l'avocat qui est sur le dossier ne va même pas hésiter de faire appel. Oui, il a interjeté appel, Maître Fabien Kenyé. Pour espérer que ce n'est pas ce genre de Camerounais qui doit être en prison. Okay. Jean-François, vous brûlez d'envie là, je sais que vous brûlez d'envie de répondre à Barista. Allez-y donc. Cette affaire, je suis vraiment, du trio de Djombe. Je suis outragé lorsque ces mots sortent de la bouche d'un avocat, d'un homme de droit, qui sait que bel et bien 2 axes majeurs du droit ont été bafoués, à savoir outrage à personnalité et injure publique. Vraiment, lorsque un avocat s'assoit pour prendre cela à la légère, et je tiens à informer ici que le président de la République est une institution. Ce n'est pas la personne de Paul Biya, c'est le président de la République. C'est-à-dire nous nous alignons pour aller voter. C'est un droit institutionnel. Monsieur l'avocat, je voudrais vous dire, ce n'est pas parce qu'on meurt d'envie de prendre le pouvoir qu'il faut bafouer les règles de la République. Vous êtes avocat, je vous respecte beaucoup parce que vous portez la balance sur votre épaule gauche. Alors, lorsque vous vous asseyez sur un plateau, il faut dire ce qui est vrai pour les jeunes Camerounais qui vont prendre votre place demain. Il faut reconnaître que ce jeune a fauté. Nous, au rassemblement, le RDPC, c'est le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le socle premier de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Et ce jeune a su, s'il s'arrêtait au niveau de revendiquer ses conditions de vie, on allait bien comprendre. Mais quitte à aller jusqu'à insulter l'institution qu'est le président de la République, aller même au-delà insulter sa maman, je crois qu'il n'y a pas de débat sur ce. Et en plus, Serge Alain, je vais vous rappeler que ce jeune qui revendique travailler à 32 000 francs aujourd'hui, ce qui est d'abord à vérifier. 6 to 6. Ce sont les mêmes populations qui ont vendu du terrain. Vous doutez de ce qu'il a dit par Oui, puisque moi je n'ai pas vérifié. Et ce sont ces mêmes populations qui ont vendu du terrain à l'entreprise. Ce terrain-là pouvait aider les mêmes jeunes. Vous ne pouvez pas aller travailler 8 heures de temps de vos efforts dans un terrain qui appartient à votre village et mettre la faute sur le chef de l'État. Il n'y a pas de débat sur cela. Il n'y a pas de débat. Vraiment, venir s'asseoir pour parler de ça, le jeune a fauté, les lois ne sont pas les loisirs. Et en plus, je vais vous dire, la prison, c'est un centre pénitentiaire. C'est-à-dire, quand vous entrez là-bas, on va vous éduquer, on va vous rééduquer. Et c'est un moyen pour moi de peler les camarades conseillers municipaux qui sont en Djombe Pendjak de faire leur travail. Parce que, Serge Alain, ce qui nous arrive aussi parfois, nous les jeunes, c'est que nous ne maîtrisons pas l'ampleur. Surtout les jeunes ruraux. Ils ne maîtrisent pas l'ampleur de ce qu'ils prononcent. Ils ne maîtrisent pas l'ampleur. Et c'est là où je convoque peut-être les circonstances atténuantes. Parce que ces jeunes ne revendiquent pas. C'est pour ça que les conseillers municipaux sont là. Je les invite beaucoup plus, nos collègues conseillers municipaux, à aller dans les villages, à organiser les séminaires pour essayer d'accompagner les plus jeunes afin qu'ils puissent comprendre la République. Parce que le MRC est venu gâter le Cameroun. Le MRC a fait comprendre aux Camerounais que tout Camerounais a droit à la parole au Cameroun. C'est un problème du MRC. Oui, c'est un problème. Je vous dis, avant 2012, il n'y avait pas ces multiples parlables. C'est après 2012, avec, vous savez, le professeur Moïse Kamto a été candidat aux législatives dans le Fundi, il a été bastonné, il est venu en 2018 pour l'élection présidentielle, il a été bastonné, et ils ont pris pour cela comme une espèce de revanche, comme un traumatisme, et ils ont contaminé cela à plusieurs jeunes Camerounais. Donc il faut que les Camerounais se ressaisissent un moment, qu'ils
qu'ils comprennent que le professeur Maurice Kamto s'est enrichi en étant ministre délégué et qu'aujourd'hui il vit dans l'opulence, il vit la belle vie. Et qu'il faudrait, Serge Alain, je vais chuter, et qu'il faut que les Camerounais comprennent qu'ils doivent se ressaisir. C'est ce qui a fait. Vous voyez, Serge Alain, oui, je vous comprends, je vais chuter. On parle des je voudrais tout simplement comprendre que je voudrais tout simplement appeler la République, appeler mes camarades conseillers municipaux pour que ces actes ne se répètent pas, à éduquer nos jeunes, pour que les jeunes comprennent qu'on ne joue pas avec la République, on ne joue pas avec la chose publique, afin que vive le Cameroun. Oui, rapidement. En saluant le président Paul Biya. Oui, rapidement, Franck Carlin. Oui, par rapport à la situation, je ne suis pas très certain que ce soit le président de manière personnelle qui a déjà demandé qu'on condamne ces individus. Parce que je sais très bien que vu son âge, vu la supposée expérience qu'il incarne, il est au-dessus, c'est-à-dire de ce type d'ondes d'informations qui peuvent lui être renvoyées. Là, j'en suis certain. Bon, maintenant, pour les personnes qui prennent en main la chose, elles savent pourquoi est-ce qu'elles le font. Il se pourrait que ça ne soit pas forcément pour les intérêts du président. Il se pourrait. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, s'il faille maintenant que nous analysions la situation du point de vue juridique, je pense que le fait de porter atteinte à l'intégrité morale d'un individu est condamnable. Tout le monde le sait. Et vous savez très bien que le président de la République, il est, on peut dire, représente la nation au premier chef. Il représente l'État au premier plan. Ça veut dire que vu son âge et ce qu'il a fait à son niveau, je pense que la plupart des Camerounais lui doivent un minimum de respect. Je dis bien un minimum de respect. Maintenant, l'élément le plus important, c'est celui-ci, Serge. Vous saviez ce qui fait la différence entre les États puissants et les États faibles? C'est leur capacité à résoudre les situations de façon opposée. Quand vous prenez par exemple le cas de la France, ce sont des gens qui sont à un certain niveau de conscience, dans une dimension de conscience où ils savent très bien que l'État se repose sur des populations pour se projeter, pour se réaliser. Ça voudrait dire qu'avant de prendre une décision, on s'assure, bien évidemment, si cette décision ne pourrait pas menacer la paix sociale. C'est la raison pour laquelle vous voyez bien que les prises de décision là-bas ne sont pas exactement prises de la même manière qu'ici. Donc il y a cette subtilité dans la gérance, dans des situations, cette subtilité dans la gouvernance. Mais quand vous revenez de ce côté, vous avez des gens qui sont, je peux dire, quelque part enfermés dans la caverne, qui ne voient pas grand-chose, et dont les décisions, pour la plupart du temps, sont prises en fonction des intérêts personnels. Merci. On termine avec vous, Vincent de Paul, sur cette situation de Njombe, le trio de Njombe. Deux, trois choses nous interpellent. On devrait voir la qualité de la formation, de l'éducation que reçoivent nos jeunes. Parce que il est clair que si ces jeunes avaient reçu une certaine éducation... On fait le procès de la société? Oui, absolument. Absolument, sur leur comportement. Là. Il y a également la précarité dans laquelle ils vivent. Ce problème a souvent été évoqué. Il faudrait que, au sortir de cette situation, qu'on se penche effectivement sur la situation de ceux qui travaillent dans ces plantations-là. Mais pour finir, on ne va pas manquer de s'interroger sur la célérité avec laquelle ce dossier a été géré. Nous voulons vous rappeler ici qu'il y a des citoyens qui sont enfermés et qui attendent d'être jugés et dont les procès sont renvoyés à chaque fois. Nous sommes donc surpris qu'en moins de 2 semaines, qu'on évacue ce sujet, peut-être parce que c'est des personnes sans défense, peut-être parce que il y avait un intérêt là derrière que ceux qui étaient en charge de diligenter cette procédure trouvaient au point de la passer aussi rapidement. Nous souhaiterions vraiment voir une justice camerounaise qui liquide des dossiers comme elle a fait dans le cas d'espèce. Donc vraiment, c'est 3 interpellations fortes que nous voulons faire là pour dire que ne nous limitons pas à la condamnation qui a été faite. Voyons ce qu'il y a derrière. Voyons ce qu'on enseigne à nos enfants. Est-ce qu'on leur a enseigné à respecter les aînés? Est-ce qu'on leur enseigne à ne pas injurier? Est-ce qu'ils maîtrisent les conséquences de ces actes-là? Et on finira bien évidemment
par la violence que les réseaux sociaux nous ont apportée au Cameroun. La plupart des jeunes pensent qu'ils ont la liberté de tout dire à partir du moment où ils sont seuls face à leur téléphone. Ils ont la liberté de tout faire à partir du moment où personne ne les connaît que non. Et la preuve, c'est que en voilà qu'ils sont en prison. Tout ce qu'on peut plaider, c'est que maintenant qu'ils sont condamnés, que le chef de l'État, du haut de son âge et de son expérience, trouve l'espace pour leur accorder la grâce présidentielle. Mais vraiment, ils ont fauté et nous sommes tous responsables de cette situation. Voilà, merci. Merci, le conseiller Jean-François Yenga. Merci, Serge. Voilà. Merci à vous, Franck Carlin Manson. C'est moi qui vous remercie, Serge. Barista, thank you for coming once again. Thank you, Serge. Merci à vous également, le conseiller Vincent de Paul Yédé. C'est moi. Voilà, merci également. Hein. Voilà, vous le voyez à l'antenne, l'homme de Hambourg, Padi Assanga. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox. On se retrouve demain. Equinox Soir, ce sera la dernière de la semaine. Bonsoir, Oyomaban.